Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de vélo et de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Giro et on va se concentrer sur le pôle sprint avec un autre Paul, Paul Magnier. Oui, on verra ensemble aujourd'hui donc les étapes décisives de ce Giro. On passera en revue les favoris. On détaillera seulement les 3 premières étapes en Bulgarie. Et en toute fin d'émission, on aura un petit mot sur Paul Sexas. Alors toi, Nathan, t'as hâte de ce Giro, hein? J'ai l'impression que t'es au taquet là. Tu suis Paul Magnier avec attention. Ah oui, exactement. C'est le premier grand tour de la saison. C'est- On on sort de la période des classiques. On a vraiment hâte de voir les forces en présence aussi bien sur les sprints avec une très très belle start list que sur le général, même s'il y a un peu moins de prétendants à la victoire. Alors, je te propose de détailler un peu les étapes décisives dans les grands mots, hein. Cette première semaine sera pas hyper intéressante pour le général, en tout cas, même si elle le sera pour les étapes. On va avoir l'étape 7, là, le 15, donc vendredi, la semaine prochaine, où ça va commencer avec une arrivée au Blocos. Puis Oui, le 17, le dimanche, encore une étape de montagne. On aura le mardi suivant le contre-la-montre de 42 km. Le 23, 26, donc le samedi et le mardi de la dernière semaine, on aura encore des étapes de montée. Et enfin, comme d'habitude, les dernières étapes de Giro, là, le vendredi de la dernière semaine et le samedi de la dernière semaine, des étapes de montagne. Donc, un début plutôt piano, et puis une montée crescendo en intensité jusqu'à les derniers jours avec une belle lutte en montagne qui se profile et comme d'habitude, le Giro nous offrira en tout cas un parcours qui permettra aux favoris de rebeloter les cartes dans la dernière semaine. Alors toi, Nathan, je t'avais demandé de préparer tes favoris. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu as pu avoir ton podium et puis tu peux nous sortir ton podium dans l'ordre. alors le podium, je vais surprendre personne, je vois Jonas Vingegaard largement premier sur ce Giro, hein. Je vais même m'avancer à dire que je le vois à plus de 5 minutes sur le deuxième. Le deuxième, ce sera un Italien, Giulio Pellizzari, qui a gagné il y a quelques jours le Tour des Alpes de manière autoritaire. Très, très bon coureur en devenir. Peut-être même prochain concurrent de Paul Sexas, on ne sait pas. Et sur la troisième place, je vois un revenant, un phénix, Egan Bernal. Ok, eh ben dis donc, une belle cote là sur le podium. Ok, Et toi? moi j'en ai, bah j'ai Jonas aussi, hein, forcément, premier. Effectivement, les 5 minutes, c'est pas déconnant. Bon, moi je serais pas allé jusqu'à là, mais pourquoi pas. Après, moi en deux, alors j'ai joué la sûreté parce qu'il est leader d'une des grosses équipes. Après, c'est vrai que on l'a pas vu forcément à son meilleur niveau sur le début de saison, mais j'ai joué quand même à Damiette. Ah oui, Euh, c'est vrai qu'il a gagné récemment au Grand Au Grand Camino. Camino, oui, mais sur UAE et Tour d'Oman, C'était voilà, pas brillant. ouais, on aurait pu attendre mieux en tout cas de la part d'un coureur avec un tel talent quand il est leader d'une telle équipe. Mais voilà, j'y crois quand même sur 3 semaines, c'est quand même une bonne assurance tout risque, hein, pour le podium. Et derrière, Pellizzari, effectivement, en plus il pourra profiter
du boulot de son équipe lui aussi, hein, et du double leadership avec Jay Hindley. Ça peut être intéressant, notamment comme je disais dans la troisième semaine du Giro, qui est toujours un peu surprenante. Est-ce que de ton Oui, côté, ouais, vas-y, tu veux je réagir à ma voudrais liste? revenir sur l'équipe UAE. Tu as parlé de leader Adam Yates. C'est évidemment la carte qu'on pense privilégier avant que la course se passe. Mais je trouve que chez UAE, on a tellement d'électrons libres. Marc Soler, Yann Christen, et pourquoi pas même un Jevine, avec qui passe très bien la montagne, plus le contre-la-montre. Je me dis que peut-être il serait préférable de jouer un Jevine pour le classement général, même si c'est assez inédit. Oui, bah Jeva, on sait que il n'y a pas forcément beaucoup de garanties sur 3 semaines. Il risque de chuter, d'avoir un problème durant les 3 semaines. Mais là où tu as raison, c'est que Adam Yates, si un jour il a un petit coup de moins bien, il prend 3 minutes, derrière, tous ses coéquipiers ils risquent de jouer les étapes et voilà, il risque Le d'être un peu château de seul. cartes s'effondre. Voilà, effectivement, parce que comme tu dis, il y a du beau monde pour gagner des étapes, ça. On pourrait mettre tous les coureurs comme vainqueurs potentiels s'ils étaient en électron libre. Est-ce que de ton côté, tu as pu aussi nous faire les coureurs qui peuvent prétendre à un top 5? Ah oui, alors on en a plusieurs sur ce Giro, notamment Michael Storer de la Tudor. On a Derek J et Giulio Ciccone chez Lidl Trek, même si Giulio Ciccone, je verrais plus jouer le classement de la montagne. On a Ben O'Connor, qui est toujours un très bon candidat, un top 10 sur 3 semaines, voire un top 5, surtout avec un contre-la-montre. On a Timen Arensman également, Timen Arensman chez Ineos, qui sera en co-leader avec Egan Bernal. Voilà, on a Sepios, bon voilà, il sera équipier pour Jonas. Santiago Buitrago avec Damiano Caruso et le jeune Alfonso Elalio. Assez intéressante équipe Bahreïn, je trouve. Et bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pas d'Henrik Mas? Henrik Mas, ouais, un peu décevant l'année dernière. Même si on sait qu'il a été malade, j'ai envie qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais ce qui me fait peur, c'est vraiment le chrono. Mais en même temps, je me dis qu'à part Jonas Vingegaard, Thymen Arensman et Jevine, peut-être que tout le monde sera assez loin. Donc, tu as raison de citer Henrik Mas. Et dans la même veine, on peut citer Félix Gall Oui, de j'allais chez te dire, Decathlon. Félix Gall, moi je le mettrais quand même mieux, hein, un top 5 probable. Je vais peut-être un peu loin Oui, en tout disant à fait. probable, mais en tout cas, il fera partie des favoris pour être le top 5 au départ. Tu as raison. Ça marche, et bah, très bien, merci pour cette liste, sinon bien exhaustive. Est-ce que je te propose qu'on s'intéresse plus en détail aux Français? Les Français, les têtes d'affiche, ça va être, comme on l'a dit, Paul Magnier. Et côté classement général, et ben Mathis Rondel. Alors Oui, tout Paul à fait. Magny, ouais, De la vas-y, Tudor qu'est-ce qu'il peut avec Michael espérer Storer. Mathis Rondel? Mais je pense que rentrer dans le top 10, ce sera une très belle performance. À la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va se retrouver à travailler à un moment donné pour Michael Storer? Je pense que chez Tudor, les DS doivent tout faire pour éviter que cela arrive, pour préserver les deux leaders au général de l'équipe et pour laisser les choses se faire à la pédale.
Oui, bah, je suis d'accord, hein, comme ce qu'ils avaient fait autour des Alpes. À noter quand même, je voulais dire, hein, Mathis Rondel, même si l'année dernière on l'a déjà bien vu courir, il n'a que 22 ans, donc c'est quand même sympa que ce jeune coureur puisse prétendre à un top 10, ça serait bien d'y arriver et on y Très croit. bon début de saison en Espagne notamment, deuxième derrière Remco Evenepoel sur certaines petites courses du début de saison en Espagne. Ça va nous donner, nous côté français, un beau challenge à suivre pendant ces 3 semaines. Et côté Exactement. Paul Magnier, qu'est-ce qu'il peut espérer selon toi? Qu'est-ce qu'il doit viser? Ah ben il doit viser une victoire d'étape, voire plusieurs. Pour moi, Paul Magnier, l'année dernière, on l'a quitté, je le voyais taper Jonathan Milan et bah, pas Tim Merlier parce qu'il est dans son équipe, mais Jasper Philipsen, etc. On l'a revu en Algarve. Il a gagné 2 magnifiques victoires sans débat et il est allé se perdre un petit peu sur les classiques. Donc là, je suis un petit peu entre deux feux, mais j'ai très hâte de le revoir sur des sprints massifs, car je pense que pour l'instant, il est fait pour ça. Il s'est peut-être un petit peu perdu sur les classiques, mais je pense qu'il a sa chance, notamment sur la première étape qui sera toute plate. OK, ben, on espère, oui, oui, moi je vais te dire que, j'espère une victoire d'étape, ça serait l'objectif, hein, une belle victoire World Tour. Parce qu'il y a quand même un gros plateau, hein. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a un sacré plateau de sprinters Oui, oui. et donc une victoire d'étape, ça serait déjà, un bel objectif pour Paul Magnier. Mais On le sait qu'il en est contraire capable. serait décevant. Le contraire serait un peu décevant, une deuxième fois alors qu'on l'attend, en leader de son équipe. Mais voilà, on sait que les sprints c'est compliqué, il faut un peu tout avoir, être bien placé, prendre la bonne vague et avoir les jambes en plus, voilà. Et c'est toujours un peu hasardeux, donc on espère pour lui qu'il arrivera au moins à faire ses sprints, hein, et Ça, des j'ai beaux pas de sprints. doute. Côté français, est-ce qu'il y avait d'autres coureurs à suivre? Alors il y en a d'autres, oui. Toi, lesquels tu vas nous suivre en particulier? Alors, on a quelques baroudeurs chez Groupama FDJ, notamment Axel Wentz, qui fait un très bon début de saison sur les classiques. On s'y attendait pas trop, mais il s'est retrouvé quasiment leader de l'équipe. On a Brio Roland, qui de mémoire avait fait une échappée sur le Giro l'an dernier, qui pourrait réitérer la chose. Oui, Brio Et Roland, Paul Penouette. moi Brio Roland, je l'attends avec attention quand même, hein. C'est un jeune qui est prometteur dans la montagne, hein. On a un début de saison qui est pas forcément à son avantage, mais bon, il a que 22 ans et là on a des vrais beaux cols par rapport à ce que on a l'habitude d'avoir sur les courses d'une semaine. Donc voilà, l'occasion Oui. pour lui peut-être de se mettre en évidence. Et il aime bien l'Italie. Il avait gagné le Lombardie Junior. Alors, ça montre qu'il est à l'aise sur les terrains montagneux, Exactement. notamment. Et après, du coup, tu me disais, je t'ai coupé. Paul Penouette, qui est aussi un autre deuxième carte française au sprint, mais j'ai un peu moins d'espoir pour lui que pour Paul Magnier. Pour moi, il est très en dessous dans la hiérarchie du sprint. On l'a vu au Pays de la Loire Tour. Il a fait que quatrième comme meilleure place, alors que le plateau n'était pas très élevé. Ouais, je pense aussi que ça risque d'être compliqué. Peut-être que sur la toute dernière étape, notamment, quand on sait qu'il y a beaucoup de sprinters qui sont là, mais ils vont sûrement pas passer les 3 semaines en Italie avec les longs cols jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il pourra un peu plus profiter sur la fin, mais là, ça risque d'être compliqué sur le premier sprint pour lui, oui, vu le plateau. Ah oui. Euh, Ça marche. D'autres coureurs, Barguil, non? Warren Barguil qui n'était pas prévu sur le Giro, mais en fait, pour la petite anecdote, au Tour de Romandie, on lui a téléphoné, on lui a dit, on a une place qui s'est libérée, c'est pas prévu, mais abandonne sur le Tour de Romandie, tu vas sur le Giro.
Alors, sa préparation n'est pas optimale pour ce Giro, mais peut-être qu'il pourra se glisser dans une échappée et pourquoi pas, à l'image de Nicolas Prodhomme l'an dernier, essayer de tenter une victoire d'étape. Bah, on espère. Bon, ça risque d'être compliqué, mais t'as vu, son équipe l'a quand même mis dos à rein, hein. Moi, Bah, ça en me même temps, il n'y surprend a pas grand toujours. monde. C'est peut-être pour ça. Et moi, j'ai envie de suivre aussi, sur notamment le contre-la-montre de 42 km, pardon, Rémi Cavagna. Ah Rémi oui, Cavagna. très belle Après, carte. c'est peut-être un peu long pour lui. Et puis bon, évidemment, il y aura Philippe Ogana, hein. Mais voilà, ça va nous donner côté français un coureur à suivre qui peut avoir une chance de faire podium, hein, sur cette étape, hein. Voilà. Oui, il a fait de très bons chronos depuis le début de saison, notamment UAE, oui, il troisième a fait en troisième, ouais. UAE. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc on pourra suivre côté français un peu tout, là, que ce soit sprint, montée, contre-la-montre, baroudeur. Voilà. Je dis pas que ça va gagner, mais en tout cas, on sera On a des intéressé. chances. Voilà, on sera intéressé sur tous les profils. Et ben, je te propose justement qu'on passe aux 3 premières étapes. Alors pourquoi les 3 premières étapes? Il commence en Bulgarie vendredi, et puis il y a directement un jour de repos lundi. Donc c'est la première séquence de ce Giro. Donc il y a un jour de repos pour qu'ils reviennent en Italie. Et donc sur ces 3 premières étapes, la première est toute plate, promise aux sprinteurs. Et alors là, je te propose qu'on passe en revue la liste des sprinteurs, parce que ça ne peut pas être autre chose qu'un sprint. Et la liste est longue. Alors, il y a Dylan Groenewegen, Kubica, Mozzato, Magnier, Penwet, Andresen, Groves, Dely, Milan, Ackermann, Vernon, Van Uden, Ballerini, Blikra et Moschetti, à peu près. Est-ce que tu veux nous faire une hiérarchie? Déjà, on va peut-être pas tous les garder là. On a fait une liste large là ensemble. On va peut-être en garder que les 5. principaux, hein. Ouais, bah par exemple. Alors, bah, moi, les principaux, évidemment, on pense tous en Italie. En plus, Jonathan Minal sera le grand favori des sprints massifs, amené par son train habituel, Simone Consoni en dernier poisson pilote notamment, mais il y a aussi Tim Thorne Tottenberg, Max Walscheid, bref, un train extraordinaire dont l'Italien a du mal à se passer, ce qui pourrait lui faire défaut. On a Tobias Lohn Andresen, évidemment, qui est pour moi le deuxième favori, emmené par Tom Gunstadt, qui fait un excellent début de saison. Et en troisième, bah, notre Français, Paul Magnier, qui aura une équipe euh, totalement faite pour lui, quoi. Il n'y a pas d'autres grandes cartes, même au général, à part peut-être Philippe Ozana, mais ça reste compliqué. Eh ben, merci. Oui, je partage un peu même totalement ton analyse. Moi, j'avais quand même mis dans les principaux. Alors peut-être que je suis un peu optimiste, hein, mais Groenewegen parce qu'il a fait un bon début de saison Oui, Dylan Groenewegen, tout à avec fait. voilà des belles victoires quand même. On l'attendait Je pas pense qu'il en forcément à ce niveau. claquera au moins une. Ouais, je pense, mais effectivement un peu derrière, enfin derrière Milan et Andresen. Et après, par rapport à Magny, on a un peu du mal à les situer. Mais voilà, pour moi, ils sont par là. Et dans Oui. un troisième groupe, hein, moi je mets plutôt Grooves, Dely et Vernon. Voilà, Oui, c'est sur ça que je voulais revenir. On a vu une actualité, bah pour pas vous cacher, je l'ai vu 1 heure avant de faire le podcast, c'est que Dolly serait malade et il ne s'est pas présenté à la présentation des équipes. Alors, ça nous laisse un petit peu en suspens. Prendra-t-il le départ de ce Giro 2026? Et sinon, la deuxième carte sprint
pour l'auto pourrait être Milan Menten, mais qui lui aussi sera sur un 3e échelon, voire 4e échelon sur la hiérarchie du sprint. Eh ben oui, on verra ça, on suivra attention son état de santé. Très bien, donc on a une liste qui est à peu près identique. Magnier là-dedans, comment tu le sens? Donc il est avec son lanceur, hein, avec Dries Van Gestel. Tu sens qu'il peut concurrencer un Milan? Qu'est-ce qu'il faudrait Je pense que contrairement à Milan, Paul Magnier sait très bien se placer. Dans le sprint, moi je me souviens des sprints, à 200 mètres de l'arrivée, je ne le voyais pas. Et à 50, paf, il apparaît comme ça, comme par enchantement. Alors que Milan, lui, a besoin d'être emmené des 2 kilomètres aux 500 mètres. Contrairement à Paul Magnier, qui lui a la science du placement sur les sprints massifs, qui pour moi pourrait être déterminante dans des emballages un petit peu plus tendus. Alors que Milan, lui, à la puissance, pour moi, c'est un favori, mais il a peut-être moins cette fibre technique. Oui, mais alors tu vois, moi sur Magnier, je suis pas forcément d'accord. Effectivement, il peut bien se placer, mais sur des courses à plus faible plateau. Là, on est sur un grand tour, ça va rouler vite, il va y avoir beaucoup de monde dans le dernier kilomètre. Et pour moi, ça risque d'être un peu plus compliqué, hein. Enfin, ce qu'on voit d'habitude, hein, je sais pas, j'espère que ça sera différent cette année, effectivement. Mais ce qu'on voit d'habitude, c'est quand il y a énormément de monde comme ça, que ça roule vite, et ben lui, il a du mal à être là, justement. Et voilà, hein, on va espérer qu'il arrive à sortir de cette spirale négative et qu'il en claque une belle, là, ça serait bien. Oui, moi j'ai toujours en image ces 2 belles victoires au Portugal, où il y avait déjà un très beau plateau de sprinters. Donc je me dis que c'est fortement possible. Après, c'est vrai qu'à Tirreno Adriatico, il avait eu du mal à sprinter. Alors bon, j'espère que ce sera derrière lui. Ouais, mais c'est sûr il a le talent pour battre n'importe quel sprinter en 1 contre 1. Le problème, Ouais. c'est là, ils sont nombreux. Et voilà, et ben on va voir. On va voir ça et on suivra ça notamment toute cette première semaine. Je vous propose qu'on passe à la deuxième étape. Alors là, la deuxième étape, elle est intéressante. Très Puisque, dur à lire. oui, il y a 2 cols au milieu de l'étape. C'est des cols plutôt roulants, mais qui vont fatiguer les organismes. Et puis surtout, on a un col dont le sommet est à 16 km de l'arrivée, de 3,9 km à 6,6%. Et sur la fin, a priori, il y a quand même une côte avec un passage à 9% notamment, et des pavés, enfin voilà, vraiment sur la ligne, c'est pas plat, quoi. Donc là-dessus, qui c'est que tu vois pour la victoire dans cette étape et pour probablement revêtir un maillot de leader, un maillot rose? Alors, il y a plusieurs scénarios pour moi. C'est est-ce que Jonas Vingegaard va la vouloir? Car si oui, je pense qu'il a toutes les qualités pour gagner, tout simplement. Mais je pense qu'en fin de tacticien, il ne voudra pas prendre le maillot tout de suite. Donc ça pourrait laisser la chance à d'autres coureurs, plus punchers, notamment des Jan Christen, qui pour moi sera grand favori, Jonathan Narvaez, pourquoi pas, mais également des Corbin Strong, des Vendrame de chez Jayco, Luis Aoular, même si je pense pas qu'il passera, Javier Romo, pourquoi pas, chez Movistar, Diego Ulissi, toujours chez Astana. Je sais pas si t'as d'autres noms. Pour moi, mon favori sur cette étape, hein, après c'est vrai que c'est difficile de se prononcer puisque c'est une étape qui est
assez qui va permettre à plusieurs profils de s'exprimer, suivant, comme tu dis, si la course est très dure ou pas. Mais pour moi, le favori, c'est Stuyven. C'est plutôt une étape qui lui correspond bien. On l'a vu bien. Pour moi, c'est un peu une sorte de Milan-San Remo. Donc, on l'a vu un peu à son avantage. Et Un très bon début de saison du Belge. ouais, c'est ça. On voit qu'il est en forme, qu'il nous a fait des bonnes classiques. Là, il a l'air d'avoir des pavés aussi sur la fin, comme je te disais. Donc, moi, je le sens bien. Après, il y a toujours Ghana, hein, qui peut bien passer les Je, bosses. je La pense que bosse, l'Italien sera dédié à la protection de d'Egan Bernal et de Thymen Arensman. Et il y aura également Ben Turner chez Ineos qui pourra peut-être jouer la victoire s'il est encore là dans le final. ouais. Et sinon, je te suivais aussi sur Narvaez. Là, je trouve pas mal. Et puis après, si ça va un peu plus lentement sur la côte, peut-être un Cubis. Ça peut être pas mal, Oui, tout ça. à fait, de chez Unibet Ouais, Rose Rocket. il pourrait peut-être passer, lui, hein, à mon avis. C'est Et, possible. voilà. Et sinon, c'est à peu près tout. Hein. T'en as cité pas mal. Hein. Après, il est possible qu'on soit passé à côté car pourquoi pas une échappée pourrait également se jouer la victoire. Ouais, et puis comme on l'a dit, c'est un peu aléatoire hein, comme étape. Je sais pas qui roulerait. Hein. Par contre, Vingegaard, pour qu'il gagne, il faudrait vraiment une course difficile. Hein. Parce que le col est quand même assez roulant, 3,9 km à 6,6. Ouais, bon, à voir. À voir. Et Je puis sais je vois pas. pas la Visma vouloir prendre le maillot dès la deuxième étape. Ouais. Je pense pas non plus, mais après, voilà, on n'est pas dans la tête et les jambes Dans des les petits coureurs. papiers. Très bien. Et je te propose qu'on passe à l'étape 3. Donc l'étape 3, on a un col qui est gros, mais qui se situe à un peu plus de 70 bornes de l'arrivée, le sommet. Et lui, alors le col, tu veux peut-être que je te parle de ses pourcentages? Oui, tout à fait. Le col, son pourcentage, c'est 9 km à 5,3%. Mais à 70 Pas bornes de mal, pas l'arrivée. mal. Donc, à mon avis, ça se regroupera et ça arrivera au sprint. Donc, plus ou moins avec les mêmes que l'étape 1. On peut penser que des gens qui arriveront à passer peut-être un peu mieux la bosse, à l'encaisser un peu mieux, les sprinters auront peut-être des jambes un peu plus fraîches. Voilà. Mm. Est-ce que ça risque d'être un peu dur pour Groningen ou Milan, par exemple? Oui, exactement. Groenewegen, si ils voient, en fait, l'avantage de Unibet, c'est qu'ils ont deux cartes. Si Groenewegen n'est pas là, Kubic prendra le relais. Et s'ils ont encore le néerlandais, bah évidemment, il sprintera. Jonathan Milan, je pense qu'il a dû travailler pour tenir jusqu'à la fin du Giro pour arriver sur la dernière étape et faire le sprint final. Donc je le vois en mesure de tenir le col. Après, je m'interroge sur Paul Magnier et je pense que Tobias Lund Andresen, lui, sera mon grand favori pour cette étape-là, car on sait qu'il passe très bien les bosses et l'enchaînement des efforts ne lui fait pas peur. Il a fait notamment 13e sur ce Milan-San Remo 2026 en arrivant dans le deuxième groupe derrière Pogacar et Pidcock. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur Andresen là. De toute façon, c'est une bonne carte d'une manière générale sur tout ce Giro. Et là, oui. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour son équipe, Decathlon par exemple, d'imprimer un tempo dans ce col pour justement essayer de mettre en difficulté certains sprinteurs? Ou est-ce que on a d'autres équipes? On pense notamment peut-être à la Tudor de Mozzato qui pourrait rouler. Oui, effectivement. Mozzato et également Romain Froidevaux qui seront les deux quarts du sprint. Mais je pense que Decathlon CMA-CGM roulera, prendra le manche si personne ne le fait en dernier recours. Mais comme tu le dis,
ça pourrait être une bonne technique d'écrémage pour essayer de faire plier les Milan, Groenewegen. On n'a pas cité Caden Grove, qui pourrait également bien performer sur cette étape, car il aime les courses difficiles. Moi, je me souviens mais de t'as l'an raison. dernier, sa victoire sur le Giro, il avait gagné sous une pluie battante, où notamment des grands favoris avaient abandonné ce jour-là. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant pour la possible première take. Oui, t'as raison. T'as totalement raison, en fait, c'est pas Decathlon qui va rouler. Alors, Caden Groove, faut quand même noter, cette année, il a pas beaucoup couru, hein, et on l'a pas vu forcément à son avantage, mais il est dossard 1, Alpecin va venir avec lui en leader, donc là, cette étape 3, ils vont rouler, c'est obligé, parce que sinon, Grooves, il fera rien hein, s'il roule pas dans cette étape. Hein. Enfin, Ouais, je pense qu'il sera le leader de l'équipe. En rechange, on pourrait citer Jensen Flowright, qui a fait un excellent Paris-Nice, même en tenant dans les ascensions. Ça m'avait un petit peu surpris. Mais le grand leader chez Alpecin sera évidemment Caden Grove, qui n'était pas passé loin à une participation près sur la Vuelta l'an dernier, de gagner sur les 3 grands tours la même année, car il avait gagné sur le Giro et sur le Tour de France en échappé. eh ben, ouais, ben, on espère que cette année, il y arrivera. Ça serait sympa comme histoire. Ce serait un bel objectif. Et côté loto, bah, si Deli peut courir, hein, il pourrait rouler aussi, on pourrait les imaginer rouler. Mais en tout cas, il va y avoir des équipes, il y a tellement de sprinters qu'il y a pas mal d'équipes qui ont intérêt à un écrémage, comme on a dit. Donc, elle peut être finalement intéressante cette étape avec son col là, au milieu, même si c'est un col roulant, encore une fois, bah, peut-être que c'est l'occasion de faire des belles manœuvres pour certaines équipes qui ont un sprinter en leader et pas le meilleur. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de se dire que les seuls qui ont le plus intérêt à rouler dans un col, pour une fois, c'est les équipes de sprinters. Ouais, eh ben, peut-être intéressant cette étape 3 là. À regarder, on risque d'être collé devant notre écran. Ça marche. Est-ce que toi, dans ce Giro, il y a des jeunes coureurs que tu nous invites à suivre, que tu penses pour l'avenir sont intéressants? Alors oui, effectivement, celui qui me vient le plus à l'esprit en ce début de saison, c'est le jeune Alexandro Pinarello de la NSM, qui fait un excellent début de saison, qui avait commencé en Algarve, mais qui s'est continué sur tout le reste de la saison. Pour moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire sur son premier grand tour. À voir s'il sera, je pense qu'il va essayer de jouer le général, mais si à un moment il craque sur une étape, pourquoi pas se glisser dans des échappées. Surtout que dans son équipe, il n'y a pas grand monde dans les profils plus durs, même s'il y a Corbin Strong, mais encore une équipe qui pourrait rouler d'ailleurs pour l'étape 3. On a également Filippo Turconi, qui est de la Bardiani, qui est bon, c'est une équipe de deuxième division, mais sur le Giro, toujours intéressante à notifier. En profil plus baroudeur, je voulais revenir sur Lorenzo Milesi, qui a fait un très bon tour du AE, avec des échappées, et également une échappée sur Milan-San Remo, qui avait été le dernier à être pris par le peloton. Et on l'a dit déjà, mais Mathis Rondel sera candidat à être le meilleur jeune de ce Giro, même s'il n'y a pas de maillot blanc. Mais ça sera intéressant de surveiller ces coureurs. Merci pour cette liste. Alors en parlant de maillot, justement, il y a 3 équipes avec un nouveau maillot. Ineos, IF et la Soudal. Alors, tu as un avis, toi, sur ces nouveaux maillots? Alors,
Ineos accueille un nouveau sponsor, un Net Company, qui sera un des nouveaux sponsors titres. Donc ça nous fait un maillot vert. Bon, je suis pas le plus grand fan, je dois vous avouer. Par contre, la Soudal, un maillot blanc très épuré. On pourra mieux les reconnaître dans le sprint. On espère le voir porté par Paul Magnier. Parce que leur maillot vert, là, c'est pas très évident pour les Ouais, on repérer. confond un Et peu avec Decathlon, notamment Bahreïn. Il y a ouais, pas c'est mal pas d'équipes qui ont un facile. peu ces coureurs, ces couleurs là Et en vue d'hélico. Ouais. en parlant de maillot vert un peu bizarre, on a EF qui nous a habitués à sortir toujours un très beau maillot pour le Giro, avec des couleurs un petit peu plus blanches sur un fond blanc avec un peu de rose pour pas confondre avec le maillot de leader. Ah bah là, cette année, il n'y aura pas de confusion. Le maillot est vert en mode extraterrestre. Une proposition très déconcertante, mais je pense qu'on va s'y faire. Ah oui, moi j'aime bien. Merci pour ce point mode en tout cas. Et ben, on a hâte hein, pour ce Giro là. Tu nous as bien donné envie de le suivre. Moi, en tout cas, j'ai hâte là d'être vendredi pour suivre ça et tout le week-end, ce long week-end qui va nous permettre d'enchaîner sur trois belles semaines en Italie. Je te propose qu'on passe côté Paul Sexas. Alors, il a donné plusieurs interviews là aujourd'hui chez des médias de sport généralistes où il parle de ses ambitions pour les courses à venir. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est sa déclaration où il dit qu'il jouera la victoire sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ex-Dauphiné, mais sans pour autant être à son pic de forme. Et surtout, là, une déclaration où il dit que au Tour de France, il jouera le classement général, même s'il se compare pas à Pogacar, et donc on sent qu'il reste mesuré sur ses ambitions. Toi, ta réaction, Nathan, sur ces déclarations et ces différentes interviews de Paul Sexas? Alors déjà, on peut noter qu'il n'est pas revenu sur l'histoire des championnats de France, donc ça nous laisse un petit peu le suspense, même si bon, c'est pas grave, on verra bien. Et sur le Dauphiné, évidemment, il sera grand favori, et c'est très bien qu'il soit mesuré sur son état de forme à ce moment-là, car lui, c'est le tour qu'il doit viser, mais le Dauphiné lui sera presque promis, j'ai envie de dire. Remco Evenepoel a d'ailleurs annoncé que lui, il ne ferait plus de courses avant le Tour de France. Donc la voie sera relativement libre pour Paul Sexas, je pense. Ouais, oui. Là, s'il n'y a pas de coup de moins bien, pas de chute, pas d'accident, une victoire, nous on attend que ça hein, sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Par contre, pour les championnats de France, je pense qu'on va falloir qu'on se fasse une raison. Hein, à mon avis, il courra pas. Hein. Affaire à suivre, mais je pense que Terrible désillusion. c'est mort. On va quand même rester prudent. Eh ben, très bien. Merci Nathan pour cette émission, ce temps. On a hâte du début du Giro et puis des nouvelles de nos deux pôles dans les jours à venir. Et allez les pôles, on est dans On votre est roue. dans vos roues.